Sur la chaîne Astronico, des épisodes sortiront tous les 15 jours. Un épisode sur l'astronomie en règle générale et un tutoriel qui vous fera avancer dans l'utilisation de votre matériel. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Et si vous souhaitez me soutenir dans cette aventure, vous pouvez souscrire au Bricoleur en herbe en cliquant sur le lien disponible dans la description. En attendant, je vous souhaite un bon visionnage et comme on dit par chez nous, hop là! Nous connaissons tous la vie sur Terre, et encore chaque jour nous découvrons de nouvelles espèces vivantes et cela n'est pas prêt de s'arrêter, quoique. Mais sommes-nous vraiment seuls dans le système solaire? Avant de commencer à parler de l'espace qui nous entoure, commençons par nous intéresser à nous, le début de la vie sur Terre. Allez, c'est parti! La vie sur Terre est apparue il y a bien longtemps. C'est le résultat d'un savant mélange entre mixage chimique en tout genre et coïncidence en chaîne. Bombardement cométaire, présence de géantes gazeuses faisant office de bouclier de protection, ou encore positionnement parfait de la Terre par rapport à notre étoile font de notre petite planète bleue un endroit parfait pour que la vie puisse se développer et prospérer sans encombre. Au tout début, il n'y avait que de la roche en fusion, des pressions atmosphériques dantesques et des températures insupportables pour l'homme. Mais progressivement, la Terre s'est refroidie, et environ 800 millions à 1 milliard d'années après la formation de la Terre, les choses ont progressivement changé. Il faut savoir que la période exacte de l'apparition de la vie n'est pas encore totalement connue, et je ne vais pas vous faire un détail complet dans cette vidéo de chaque période de l'évolution terrestre, car ça rendrait celle-ci interminable tellement il y a de choses à dire à ce sujet. Pourquoi je tiens absolument à revenir sur certaines de ces périodes? Tout simplement parce que la Terre a eu différentes phases durant son développement. Durant ces phases, sa composition chimique, sa composition atmosphérique, sa température et son climat n'avaient strictement rien à voir avec ce que nous connaissons aujourd'hui. Les premières traces de la vie sur Terre sont unicellulaires comme les bactéries, et il faut savoir que ce sont ces petits organismes qui sont les pionniers de la vie telle que nous les connaissons, et quoi qu'on en pense ou quoi qu'on en dise, ils sont le début de tout scientifiquement parlant. Alors que la température sur la surface de la Terre est en moyenne de 60 degrés Celsius, comprise entre 40 et 80 degrés, les animaux tels que nous les connaissons aujourd'hui, ou même les hommes, auraient vite fait de suffoquer sous ces températures infernales. En même temps, quand les températures commencent à dépasser les 30 degrés, on se plaint. Eh ouais, c'est le propre de l'homme. L'eau étant déjà présent à ce moment précis à l'état liquide, les bactéries ont donc pu proliférer sans souci et les choses ont continué ainsi jusqu'à l'arrivée des organismes multicellulaires comme l'acritarque, un genre de plancton. Vous remarquerez que nous n'avons pas encore abordé la vie sur le plancher des vaches telle que nous la connaissons aujourd'hui et c'est tout à fait normal car à cette époque, l'atmosphère est extrêmement pauvre en oxygène et sa production débute seulement grâce à des puits sous-marins. Les mammifères n'auraient donc pas pu survivre à une telle pauvreté, il faudra donc attendre que ces puits marins en produisent massivement et que progressivement la photosynthèse se mette en route 1 milliard d'années plus tard environ. Malheureusement, cet oxygène est mortel pour la vie qui se serait déjà organisée et installée, car ces organismes sont peu habitués et même craignent le changement. Mais je tiens quand même à vous préciser que la vie était déjà présente alors même que les conditions étaient totalement insupportables. Mais insupportables pour qui finalement? Ben pour nous, les mammifères sur pattes, car notre organisme fonctionne grâce à l'oxygène, mais ce n'est pas le cas de tous les êtres vivants. Vous comprenez ou vous voyez où je veux en venir? Non. La vie est donc un mot générique qui ne veut pas forcément dire allez viens mec on va se boire une petite mousse ou encore wouf wouf ou miaou miaou. Et ne me demandez pas de vous imiter l'éléphant. Ce n'est pas parce qu'on parle de trouver de la vie ailleurs dans l'univers ou dans le système solaire qu'on trouvera un être intelligent comme l'homme. Même si des fois on se pose des questions sur nous-mêmes, je vous l'accorde. Il y a par contre un point important pour que la vie puisse se développer, la recette. Bah oui, celle-ci est et restera la même pour tout être vivant. Du moins à ce qu'on sache, c'est toujours pareil. Rien n'est sûr et on n'est pas près de l'être à 100%. Un autre pur et heureux hasard de trouver des acides aminés, des composants carbonés et autres protéines en tout genre qui ont été mixés pour rendre la vie possible. Mais là n'est pas le thème de la vidéo ni celui de ma chaîne. Mais pour pouvoir avancer dans l'étude de la possibilité de la vie ailleurs dans le système solaire, il faut forcément en parler un peu et se poser les bonnes questions. Et ces questions sont les suivantes. La première, au vu de ce qu'on a développé sur l'histoire de la vie sur Terre un peu plus tôt dans la vidéo, est-il possible de trouver des organismes vivants encore dans des conditions extrêmes comme les premiers organismes unicellulaires ou multicellulaires?
La réponse est sans appel et c'est oui, on les appelle les organismes extrémophiles. Il en existe une grande variété, comme les acidophiles, qui peuvent vivre dans des milieux acides, comme l'algue rouge, qui vit dans des zones où le pH est inférieur à 1. Et oui, les algues, tout comme les arbres, sont des êtres vivants à part entière. Les alcalophiles, comme la bactérie Bacillus alcalophilus, qui ne se sent en pleine forme que dans de l'eau où le pH est minimum de 9, avec une température de 40 degrés Celsius au passage. Les piézophiles ou barophiles, vivant dans des profondeurs extrêmes, avec pour exemple la fosse des Mariannes et les différents monstres marins qu'elle abrite, comme les Lassodiscus tremebundus, qui a un style bien à lui, je vous l'accorde. Merci aux esprits mal placés de garder vos remarques désobligeantes pour vous, parce que ce petit poisson limace, moi je le trouve fashion. En plus, dites-vous qu'il résiste à plus d'1 tonne par centimètre carré. Donc moi je dis total respect quand même. Mais le champion, toute catégorie confondue, connu, est le tardigrade. Alors lui, c'est la totale hyperthermophile, donc température jusqu'à 150 degrés Celsius, hyper hypothermophile, jusqu'à moins 270 degrés Celsius, piézophile, jusqu'à 6 tonnes par centimètre carré, sachant qu'il ne mesure qu'1 millimètre, et il cumule en plus avec une énorme résistance aux ultraviolets, et rayons X grâce à son adaptativité hors du commun, sans compter qu'il peut même se mettre dans un genre de stase quand il manque d'eau et de nourriture. Il peut survivre au vide spatial. En gros, mesdames, et je parle pour la tueuse d'araignées qui se reconnaîtra, n'essayez pas de l'écraser comme un vulgaire moustique sur le point de vous piquer, même en brûlant votre maison en napalm, le truc il va survivre tellement qu'il est Golgoth. Et mis à part son style un peu papier chiffonné, franchement, moi je le trouve mignon. Vous voyez qu'il est donc possible de trouver des organismes vivants hors du commun. Et encore, j'en oublie énormément qui sont même capables de résister à des maladies qui peuvent être mortelles pour nous, comme le cancer par exemple. Parce que oui, ça existe. Et pour la petite curiosité de cette vidéo, ce petit mammifère s'appelle le ratopnu. Il est vraiment trop mignon. Bon, ok, il devrait revoir son dentiste prochainement, on est d'accord. Mais quand même, se dire que ce petit machin sans poils ne mourra jamais d'un cancer, c'est quand même complètement fou. Nous avons donc en grande partie répondu à la première question que nous nous posions. Et la seconde est la suivante. Comment vivaient les premières vraies bestioles sur Terre? Les vraies bestioles. Oui, la question est posée car comme je l'ai dit au tout début de cette vidéo, la Terre a beaucoup changé en 4,5 milliards d'années. Pour preuve, une autre période très intéressante, celle du Carbonifère. Et pourquoi? Les mots sont juste hors normes. Alors juste pour information, âme sensible, s'abstenir pour la suite. Et les gens qui sont phobiques des petites bébêtes de notre quotidien, je vous conseille de passer à la suite. Imaginez-vous nez à nez avec un scorpion de plus de 60 cm de long. En l'écrasant, ça laisse des traces. Une libellule de 70 cm d'envergure ou un moustique de plus de 40 cm de long. En été, celui-là, il ne vous pique pas, il vous empale. Mais pourquoi? Tout simplement parce que le CO2 sur Terre était 30% supérieur à ce qu'il est aujourd'hui. Il y avait 2 fois plus de dioxygène dans l'air et la température moyenne sur Terre était de 25 degrés Celsius contre 13 actuellement. Mais quel est le rapport, me direz-vous? L'adaptation. Ces petites bébêtes hors du commun et hors normes, et heureusement pour nous qu'elles ont disparu aujourd'hui, se sont adaptées à des conditions extrêmes. Même les arbres étaient monstrueux à cette époque, et un chêne ne faisait que simple fougère comparé aux monstres de l'époque carbonifère. On a du mal aujourd'hui en voyant une mouche se dire « Ah la vache, si j'avais vécu en période carbonifère, ma tapette n'aurait pas suffi à cause de ces 15 cm de long. » Et nous allons donc passer à la dernière question. La vie est-elle possible ailleurs dans le système solaire? Ma réponse sera la suivante. En sachant que la Terre a subi des cataclysmes monstrueux et que la vie a toujours su reprendre sa route, en sachant qu'il existe des organismes vivants dans des conditions complètement folles et que durant les premières heures de la vie sur Terre, ces mêmes conditions étaient extrêmes, en sachant que de nos jours, des organismes vivants extrémophiles se sentent en joie à de très hautes températures ou à de très hautes pressions, ou même dans le cas du tardigrade arrivent à survivre et à s'adapter à toute situation, qui nous dit que ce n'est pas possible ailleurs? La vie sur les différentes planètes du système solaire serait effectivement compliquée.
Les hautes couches de Jupiter pourraient pourquoi pas contenir quelques traces, car si on part du principe que la gravité est un peu plus de 2 fois celle de la Terre, soit 20 newtons par kilogramme, ce qui est franchement raisonnable en soi, et même si la température dégringole sous les moins 160 degrés Celsius, dans les hautes couches nuageuses, on se dit pourquoi pas. Les hyper-hypothermophiles sont bien capables de vivre à ces températures, donc théoriquement ça peut se faire. Mais comme la composition chimique montre une présence de d'hydrogène importante, soit 86%, est-ce que toutes les conditions sont réunies pour que la vie puisse se développer? Bactérienne, bien sûr. Par contre, les satellites de notre mémère gazeuse, eux, peuvent peut-être en contenir, et c'est en partie pour ça qu'une mission est programmée pour sonder le terrain. Ganymède et Europe, étant des cobayes parfaits pour la sonde JACE qui devrait partir en juin 2022, peuvent en effet avoir sur leur surface des océans liquides. N'oublions pas que la vie a commencé à se développer dans ces océans, sur Terre, donc la question peut se poser. Vénus, trop compliqué. Les pressions en surface sont tellement importantes que même des sondes envoyées se sont littéralement décomposées en quelques minutes après leur avénusissage. Oui, il est sympa ce mot. La société Rocket Lab aimerait bien envoyer une sonde pour trouver les premières traces d'ici 2023. Mars, alors là, il y a déjà plusieurs missions en cours et pas de vie présente, mais il est fort probable qu'il y en ait eu, mais nous cherchons encore les preuves irréfutables. Titan étant le seul endroit à part la Terre où coule un liquide, ok c'est du méthane, mais les extrémophiles nous montrent que quelle que soit la température ou le pH, ils arrivent à bien se sentir. Encelade et son énorme couche de glace recouvrant une étendue d'eau liquide immense, pourquoi pas? Un peu comme au tout début de la vie sur Terre et grâce à la sonde Cassini qui a pu nous montrer de magnifiques geysers sur ce petit satellite de Saturne, nous prouve qu'il y a effectivement de l'eau sous la surface. Pour conclure cette vidéo, nous allons donc nous poser cette question fatale. La vie est-elle possible ailleurs dans le système solaire? Après tout ce qu'on vient d'aborder, pour le moment, rien n'est sûr à 100%. Mais d'après vous, bonne méditation et à la prochaine!